L'immigration, le sujet peut-être le plus casse-gueule qui soit. Quand vous regardez, quand vous vous promenez dans la rue de Nantes, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand vous regardez les états civils des journaux, les photos de classe, etc., vous avez l'impression, sans doute nauséabonde, que la population, votre population, a tendance à évoluer. Plus de 40% des nouveau-nés aujourd'hui en France sont issus de cette immigration extra-européenne. Donc, dans quelques décennies, les autochtones européens seront en France, en Allemagne, en Suède, dans beaucoup de pays d'Europe, minoritaires. Aujourd'hui, la France n'a plus recours à une immigration de qualité, c'est-à-dire à des individus hautement qualifiés qui vont venir vendre leur cerveau, des immigrés européens qui, objectivement, ne coûtent rien à la France, même contribuent positivement à l'économie française. Par contre, une immigration de quantité très importante est attirée par, justement, les retombées de cette fiscalité, c'est-à-dire les aides sociales. Les minima sociaux en France sont à peu près 10 à 20 fois supérieurs au salaire moyen des pays d'origine de ces immigrés. Donc vous imaginez que la traversée en vaut la chandelle. Il y a 1,3 milliard d'individus à peu près en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara. Et en l'an 2100, on estime qu'il y aura plus de 4 milliards d'Africains subsahariens. Une croissance démographique absolument énorme que rien ne peut stopper, pas même une guerre, pas même une famine gigantesque, pas même des épidémies. Les scientifiques sont formels là-dessus. Donc, mécaniquement, comme aucune croissance, aucun développement ne peut suivre une telle explosion démographique, des centaines de millions de jeunes individus vont aller chercher ailleurs un moyen de subsistance. La majorité des crimes et délits en France sont commis par des individus issus de l'immigration. Les terroristes, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de ces dernières années, 100% des actes terroristes à peu près sont commis par des individus issus de l'immigration. Donc bien évidemment, on peut empêcher cette immigration. Les Français le veulent à 75%. 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays, ce sont les termes exacts du sondage. Mais nos dirigeants, manifestement, ne le veulent pas, il ne faut rien pour l'empêcher. Le plus gros coût, à mon avis, de cette immigration est social. Je ne sais pas, si vous perdez votre portefeuille dans le métro, si ça se passe à Tokyo, il y a de bonnes chances pour qu'on vous le rapporte. Si ça se passe à Paris, voilà, vous pouvez vous faire une idée par vous-même. La défiance devient telle que chacun se replie sur sa communauté, se replie sur lui-même et se dit « mais pourquoi je vais continuer à payer des impôts et à jouer le jeu de cette société si mes impôts, elle les distribue, elle les dilapide de manière clientéliste pour favoriser telle association ». Voilà, en gros, je te donne ta mosquée et tu votes pour moi, et donc mon équipe est reconduite, etc. Chacun se replie sur lui, et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains, sans doute parmi vous, qui se demandent à quoi ça rimerait aujourd'hui de prendre les armes pour sauver Paris, par exemple. Parce que ce Paris-là nous est parfaitement étranger, n'a plus rien à voir avec l'idée qu'on se faisait de la notion de patrie. Des moyens sont mis dans les banlieues depuis les années 50-60. Dans les années 50-60, il y avait 18 îlots urbains de sensibilité, je crois que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, il y en a 750. Il y a à peu près dedans 5 millions d'individus. Aujourd'hui, non seulement on parle de millions d'individus qui correspondent à un secteur industriel qui n'existe plus, c'est-à-dire qui n'offre plus aucun emploi. Donc ces individus, clairement, n'ont pas d'emploi qui correspond à leur niveau de qualification. Et en plus, on leur donne largement les moyens de se passer, de faire cet effort d'assimilation. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre îlot communautaire avec les vôtres, vous parlez votre langue, vous avez suffisamment d'argent par le clientélisme, le trafic ou les aides sociales pour subsister comme bon vous semble, eh bien vous avez des isolats comme ça, culturels, communautaires, et des pans entiers du territoire français qui n'ont absolument plus rien de français. Nous ici, nous avons une vision, à mon avis, qui est différente de la situation géopolitique française de celle de Yann Barthès, par exemple. Il y a un différentiel de plus en plus considérable entre la classe médiatique, celle qui a accès à l'expression publique, c'est-à-dire, pas les 75%, là pour le coup ils sont très peu nombreux, mais ils tiennent l'ensemble des leviers de communication et de représentation médiatique légitime, c'est-à-dire on a quasiment tous les universitaires,
quasiment tous les grands médias. Le Monde a dit qu'il y avait une menace comment dire, de peste brune dans ces grands médias. Ils ont trouvé 5 noms. Zemmour, Polony, je ne sais plus qui d'autre, mais bon, en gros, ça va. La menace fasciste n'est pas encore d'une urgence brûlante. Mais pour eux, déjà 5, c'est énorme. Le problème, c'est que ces individus-là, plus ils sont en haut de cette échelle, plus ils auraient du poids médiatique, et bien plus ils sont tenus par ce système, parce qu'ils ont beaucoup à perdre. C'est la métaphore de l'échelle. Plus vous êtes en haut de l'échelle, plus vous allez vous faire très mal si vous tombez. Si vous êtes tout en bas, comme Robert au bistrot, vous pouvez dire ce que vous voulez, on s'en fout. Personne ne va vous... Vous pouvez déraper, c'est pas un problème. Par contre, si vous êtes Jean-Pierre Pernaut, et même que vous pensez très mal, qu'il y a, je sais pas, vous faites un comparatif en disant les migrants ils sont logés, pas les SDF, à 1 heure de grande écoute, là vous aurez des problèmes très sérieux. Même si vous êtes Jean-Pierre Pernaut, on vous demandera en gros de la fermer ou alors de vous disparaissez, c'est terminé. Personne, à part peut-être Zemmour qui est un extraterrestre et qui a un talent certain, personne ne peut subsister dans ce monde-là sans avoir cet avis autorisé par la machine. Regarde la réalité du niveau de compétence des individus, pas les diplômes, parce que les diplômes c'est trompeur. En général, on vous dit, bah oui, regardez, l'INSEE a fait une enquête, Rachid, il a une licence, et Pascal, il a une licence, et Rachid, il est moins payé, il est plus facilement au chômage, donc il y a un racisme évident. Sauf que l'OCDE a fait une analyse du niveau de compétence des individus, c'est-à-dire le niveau de compétence réel, et l'OCDE s'est rendu compte que le niveau de compétence réel d'un immigré, un individu issu de l'immigration, par rapport à un natif, était inférieur de 3 années de compétence. Ça veut dire que le niveau de licence d'un immigré correspond au niveau bac d'un natif. Du coup, évidemment, ça explique un peu les écarts quand même. Ça explique pourquoi le mec, il est moins payé, il est moins productif, il est moins compétent, et donc il est moins employé. Et même, pire que ça, c'est-à-dire que quand vous faites le ratio avec le niveau de compétence, on se rend compte que Rachid, en réalité, est même légèrement mieux payé que ne l'est Pascal. Le niveau de compétence requis, donc plus vous allez vers les métiers vraiment à haute valeur ajoutée qui sont très bien payés, plus ce différentiel devient important. Parce que plus on arrive dans les hautes sphères de la société, plus les individus issus de la diversité sont valorisés. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour imposer notre souveraineté, pour faire que ces individus, ce théâtre médiatique qui est parfaitement artificiel, qui repose uniquement sur nos impôts, s'effondre? C'est facile, moi tout le monde me dit, les responsables, c'est qui? Vous dites pas. Il y en a peut-être un d'ailleurs qui a prévu de poser la question. Souvent il est dans le fond de la salle et voilà, il attend impatiemment des dernières questions. Il dit, ah, vous n'avez pas parlé des... Hein, sur le national-sionisme, c'est ça. Alors, votre question était... On voit beaucoup de personnes partir sur les idéologies, par exemple, on peut voir maintenant avec des intellectuels comme Golnadel à la télé. Et se tendre vers le national-sionisme, est-ce que rattacher ces branches-là, c'est aussi dangereux que le fait de laisser l'immigration comme... Alors, sur ces questions, Golnadel, évidemment... sioniste, je ne sais pas à qui vous faites référence, qui se rattache à ce mouvement. Vous voulez dire qu'en gros des nationalistes Justement vers le sionisme plutôt qu'une France, on va dire, qui était indépendante comme avant, on va dire de base d'origine chrétienne, on tend vers le sionisme et on va dire une faveur vers cette idéologie-là plutôt que de rester indépendant comme actuel genre moi, ces points me paraissent assez abstraits et je vois pas sur ces points-là précis, je vois pas j'ai pas de lumière particulière à faire. Encore une fois, je pense que ce qu'on appelle le sionisme est quelque chose qui me paraît extrêmement surévalué pour ce que j'en sais. Donc je pense pas qu'il y ait de pouvoir aussi puissant qu'on le dit, qu'on a pu le dire, que certains ont pu le dire. Et en tout cas, je pense pas que un quelconque pouvoir soit en mesure de contrôler, d'être à l'origine de tout ce qui se passe. Ça, c'est très clair.
Je pense plutôt qu'il s'agit d'un mouvement, comme je l'ai dit, tous les individus y trouvaient un intérêt à très court terme, notamment le fait de ne pas perdre sa place, et que ça expliquait à peu près tout ce qui se passait aujourd'hui. Que les individus soient sionistes ou pas, il y en a dans les deux camps, me semble-t-il, un peu comme tout le monde. Évidemment, s'ils passent à la télévision, ils sont plutôt du bon côté des choses, c'est-à-dire diversité est une richesse. Les autres sont peu nombreux et n'ont pas tant d'influence que ça.